Bonjour et bienvenue au-dessous des bibliothécaires en version podcast. J'aimerais vous partager une lecture assez réjouissante et aussi une vulgarisation scientifique, puisqu'il s'agit d'un texte qui rassemble à la fois un grand auteur de fantasy et deux scientifiques. Le premier, l'auteur, c'est Terry Pratchett, qui est très connu outre-Manche en Angleterre pour sa saga, sa très longue saga, Les Annales du Disque Monde, où il a fait une parodie en fait de l'univers de Tolkien sur un monde plat, donc un monde disque, qui repose sur un amoncellement d'éléphants et de tortues qui planent dans l'univers, ce qui est assez déjà en soi complètement burlesque. Alors sur ce monde, évidemment, il y a des mages, et c'est souvent les personnages principaux de ces romans. Il y a des sorcières, il y a tout un tas de personnages qui sont propres aussi à l'univers du fantastique et de la fantasy. Et Terry Pratchett, qui aime beaucoup s'amuser avec la réalité, avec la science, avec l'univers, avec le cosmos, avec l'astronomie, a joué avec deux scientifiques, Ian Stewart et Jack Cohen, à écrire une histoire qui est réunie dans le volume La science du disque monde, une histoire qui se veut en fait un prétexte pour des chapitres de vulgarisation scientifique sur le monde et l'univers. Alors pourquoi sur le monde et l'univers? Puisque cette histoire, La science du disque monde, repose sur une expérience qui est faite par les mages de l'université de l'invisible du disque monde. Alors les mages, qu'est-ce qui leur arrive? Et notamment Cogit Stibon, il leur arrive qu'ils créent un sort qui va de lui-même développer un univers de poche, dans une sorte de boule. Et cet univers explose, c'est une sorte de Big Bang, qu'ils observent à la loupe. Et dans cet univers, il y a une Terre qui se crée, en fait, notre monde, qu'ils appellent le globe monde. Donc, ils vont étudier tous les mécanismes d'un monde rond, puisqu'ils vivent sur un monde plat avec tout un tas de choses, la magie et puis la personnification de la mort, tout un tas de choses qui évidemment sont totalement abstraites pour nous. Et donc ce qui est assez amusant, c'est d'étudier ce qu'on a l'impression de connaître, qui nous paraît évident, mais de l'œil de personnes qui sont extérieures à notre monde. Alors ces petits chapitres très humoristiques où les mages en fait, observent le globe monde, sont un prétexte pour une intervention à chaque fois de vulgarisation scientifique après ces chapitres. Alors le chapitre que je vais vous lire, les deux chapitres que je vais vous lire, c'est en fait l'apparition de la Lune. Alors il se trouve qu'à ce moment-là, les mages n'arrivent plus trop à étudier la Terre et ils envoient Rincevent. Rincevent, c'est le mage le plus nul du disque monde. Il est vraiment naze. Et donc il est envoyé sur ce monde et il est, radiocommandé par Cogit Stibon pour avoir en fait un œil sur la Terre, pour qu'on explique ce qui se passe. Ça permet d'avoir comme ça une sorte d'œil de l'intérieur. Et donc ils communiquent ensemble et ils se rendent compte qu'il manque une lune sur ce globe monde. Chapitre 19, il y a une marée. Ce n'était pas un bon jour. La pluie tombait encore, même si elle s'était récemment ralentie, se traduisant par des accès sporadiques en début de millénaire, puis des averses éparses durant les 2 dernières décennies. 10 000 cours d'eau trouvaient désormais leur chemin vers la mer. La lumière grise donnait à la plage un air monotone, monochrome et assurément très humide. La vue d'une silhouette émergeant miraculeusement de la mer a inspiré des religions entières. On aurait du mal à deviner quel étrange culte pourrait se greffer sur l'être qui sortait péniblement des vagues. Mais les boissons fortes, et sûrement les fruits de mer, figureraient sans doute en bonne place dans sa liste des interdits. Rincevent regarda autour de lui. Il ne marchait pas sur du sable. L'eau lapait une étendue de lave rugueuse. Il ne voyait pas d'algues, pas d'oiseaux de mer, pas de petits crabes, rien de potentiellement dangereux. « Il ne se passe pas grand-chose, dit-il. C'est plutôt tristouné. »« L'aube va se lever dans un instant, lui dit la voix de Cogit à l'oreille. Ça nous intéresse de savoir ce que vous en pensez. Curieuse façon de parler, songea Rincevent, alors qu'il regardait le soleil se lever. L'astre était caché derrière les nuages.
mais une lumière jaune grisâtre se propageait avec précaution sur le paysage. « Ça va, dit-il. Le ciel a une sale couleur. Où je suis? En Kerglesleng? En Ergen? Pourquoi il n'y a pas de coquillage? C'est la mariotte ?» Tous les mages voulaient parler en même temps. « Je ne peux pas penser à tout, monsieur. »« Mais tout le monde connaît ça, les marées. »« Peut-être qu'un mécanisme qui ferait monter et descendre le fond de la mer, ça irait. »« À ce moment-là, qu'est-ce qui provoque nos marées à nous? »« Est-ce que tout le monde pourrait s'arrêter de crier, s'il vous plaît ?» La rumeur retomba. « Bien, fit Ridicule. À vous, monsieur Stibo. » Cogite fixa les notes sous son nez. « C'est un casse-tête, monsieur. Sur un monde en forme de boule, la mer reste en place. Il n'y a pas de bord d'où elle peut tomber. On a toujours cru que la mer est d'une façon ou d'une autre attirée par la lune, réfléchit tout haut le major de promo. Vous savez, l'attraction qu'exerce la beauté sereine, tout ça. Un silence de plomb tomba. Finalement, Cogite réussit à le rompre. Personne ne m'a jamais parlé d'une lune. Il faut bien avoir une lune, dit Ridicule. Ça devrait être facile, non? Fit le doyen. Notre lune, à nous, tourne autour du disque. Mais où est-ce qu'on pourrait la mettre? Demanda Cogite. Il faut la lumière et l'obscurité. Il faut la déplacer pour les phases. Il faut qu'elle soit aussi grosse que le soleil. Et on le sait, quand on veut avoir ici quelque chose de la taille du soleil, eh bien ça devient un soleil. Notre lune est plus proche que le soleil, rappela le doyen. C'est pour ça qu'on a des éclipses. D'à peine 150 km, dit Cogite. C'est pour ça qu'elle est toute noire d'un côté, à force d'avoir grillé. Vraiment, monsieur Stibon, vous me surprenez, fit Ridicule. Ce putain de soleil a l'air drôlement gros, alors qu'il est loin. Rapprochez la lune. Il nous reste le gros morceau que le doyen a fait sauter de la planète, fit observer le major de promo. J'ai demandé aux étudiants de le ranger autour de la cible. La cible, s'étonna Cogite. La grosse planète, avec les bandes de couleurs, expliqua le major de promo. Je leur ai demandé de ramener les cailloux vers le nouveau soleil, parce que franchement, ils flanquaient la pagaille là où ils étaient. Au moins, quand ils tournent, on ne sait d'où ils viennent. Est-ce que les étudiants se glissent la nuit en douce dans le bâtiment pour jouer à des jeux? Demanda Ridicule. Vieux mille voilà, répondit le doyen. Il y a trop de cailloux et de boules de neige autour de ce soleil. De toute manière, il y en a des tas, du gaspillage. Bien. Est-ce qu'on peut vite récupérer le morceau perdu? Sort peut manipuler le temps selon le point de vue de Rincevent, répondit Cogite. Pour nous, le temps dans le programme est très rapide. On devrait le récupérer avant que le café arrive. Vous m'entendez, Rincevent? Oui. Ce serait possible d'avoir à déjeuner? On va vous chercher un casse-croûte. Est-ce que vous voyez bien le soleil maintenant? Il y a beaucoup de brume, mais oui. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe quand je fais ça? Rincevent plissa les yeux et regarda le ciel gris. Des ombres couraient sur le paysage. Vous n'allez pas me dire que vous venez de provoquer une éclipse du soleil, hein? Rincevent entendit de faibles acclamations en arrière-plan. « Et vous êtes certain qu'il s'agit d'une éclipse ?» demanda Cogite. « Quoi d'autre sinon? Une ligne noire recouvre le soleil et on n'a pas de chant d'oiseaux. »« Ça va, la taille ?» Qu'est-ce que ça veut dire, cette question? D'accord, d'accord. Ah, voilà votre casse... quoi? Comment ça? Excusez-moi. Quoi encore? Les grands mages étaient à nouveau intrigués et le manifestaient en poussant Cogite du coude alors qu'il essayait de parler. Les mages étaient experts en coups de coude pour attirer l'attention. « Regardez, il n'y a qu'une seule lune !» répéta le major de promo pour la 3e fois. « D'accord. Alors, j'ai une hypothèse, fit Cogite. Supposons que, pour une raison ou une autre, ce monde renferme à la fois de l'eau qui aime bien les lunes et de l'eau qui n'en veut à aucun prix. S'il existe une quantité égale des deux, ça explique au moins pourquoi on assiste apparemment à des mariottes des deux côtés en même temps.
Je crois qu'on peut abandonner la théorie de la Lune invisible, doyen, toute intéressante soit-elle. Cette explication me plaît, dit Ridicule. Je la trouve élégante, monsieur Stibon. Ce n'est qu'une supposition, monsieur, C'est bien bon pour de la physique, répliqua Ridicule. Chapitre 20, un bond de géant pour l'humanité. Nous avons toujours eu conscience de l'importance de la Lune. Elle apparaît souvent la nuit, ce qui est utile. Elle évolue dans un ciel assez immuable par ailleurs. Certains d'entre nous croient que nos ancêtres y vivent. S'il est difficile de vérifier ce dernier point par l'expérience, l'humanité en avait tracé un portrait assez juste. La Lune tend vers nous ses tentacules spectraux, gravité et lumière, peut-être même nous protège-t-elle. Les mages sont inquiets, et à juste titre car ils ont oublié d'en fournir une au globe-monde. Mais comme toujours, ils s'affolent pour de mauvaises raisons. La Lune est un satellite de la Terre. Alors que nous tournons autour du Soleil, la Lune tourne autour de nous. Elle se trouve là-haut depuis longtemps, et à sa façon silencieuse, elle est vraiment très occupée. Elle influence les gens, comme les bébés tortues. Son action se traduit principalement dans les marées. Peut-être joue-t-elle sur nous de façon moins évidente. Cependant, la plupart des croyances communément admises à ce sujet sont pour le moins controversées du point de vue scientifique. Le cycle menstruel féminin se répète tous les mois environ, soit la durée d'une révolution lunaire autour de la Terre. D'après la sagesse populaire, cette correspondance n'est pas une coïncidence, comme l'indique l'expression « la mauvaise période du mois ». De notre côté, la Lune est l'exemple même de la régularité, aussi prévisible que la date de Noël. On ne saurait en prétendre autant du cycle menstruel. De plus, beaucoup de femmes n'ont de cycle menstruel que depuis quelques décennies. Avant cela, la plupart du temps, elles étaient soit enceintes, soit en lactation. Chez les grands singes, le cycle dure une semaine environ de plus que chez les humains. Chez les gibbons, il est plus court. Il semble donc que la relation avec la Lune soit une coïncidence. Et puis, les amoureux se promènent au clair de lune. Et l'on prétend que les gens deviennent fous à la pleine lune. Ou bien, dans le cas d'une folie plus radicale, qu'ils se transforment en loups, s'ils ont la maladie correspondante. La légende du loup-garou occupe une place centrale dans le livre Le Guet des Orfèvres. La plupart du temps, l'agent Anga du guet municipal d'Ankh-Morpork est une jeune femme, bien tournée, aux cheveux blonds cendrés, mais, quand la lune est pleine, elle se change en loup capable de sentir les couleurs et d'arracher la veine jugulaire des gens. Hélas, cela provoque de véritables ravages dans sa vie personnelle. Je cite « Le système pileux et les crocs qui lui poussaient à chaque pleine lune lui posaient toujours un problème. Elle avait jusqu'à présent plusieurs fois cru tomber sur le bon numéro. Mais pour s'apercevoir ensuite que peu d'hommes apprécient une relation avec une partenaire pleine de poils, hurlant à la mort. Heureusement, ces métamorphoses sporadiques ne dérangent pas le caporal Carotte, il aime que sa petite amie soit toujours disposée à faire une balade en ville. La Lune est un corps inhabituel, et il est fort probable que sans elle, nous ne serions pas là. Non pas à cause de l'effet prétendu sur les amoureux, qui parviennent de toute façon à leur fin, avec ou sans promenade au clair de lune, mais parce qu'elle protège la Terre de plusieurs influences néfastes qui auraient entravé l'émergence de la vie, ou en tout cas son évolution au-delà des stades rudimentaires. Ce qui la rend inhabituelle n'est pas son statut de compagne d'une planète plus grande. À part Mercure et Vénus, toutes les planètes présentent des satellites. Ce qui est remarquable, c'est sa taille très importante en comparaison de sa planète mère. Seul Pluton possède un satellite de proportions comparables à notre Lune. Charon, découvert en 1978 par Jim Casti. Nous ne pousserons pas beaucoup le bouchon en déclarant que nous vivons sur la moitié d'une planète double. Nous savons que la Lune présente de nombreuses différences avec la Terre. À cause de sa pesanteur plus faible, elle n'aurait pu conserver très longtemps son atmosphère si elle en avait eu une, ce qui n'est pas le cas dans une acception sensée du terme. Roches et poussières en recouvrent la surface sans aucune mer. L'eau s'échappe facilement elle aussi. Quoique en 1997, les sondes de la NASA découvrirent au pôle des quantités substantielles de glace abritées de la chaleur solaire par l'ombre permanente des cratères.
Bonne nouvelle pour de futures colonies lunaires, qui pourront servir de base avancée pour l'exploration du système solaire. La Lune est un bon point de départ, car un vaisseau spatial n'a pas besoin d'autant de carburant pour en vaincre l'attraction. Évidemment, la Terre est un mauvais point de départ, car la pesanteur y est beaucoup plus forte. C'est si typique des humains d'avoir fait le mauvais choix pour évoluer. D'où vient la Lune ? S'est-elle condensée à partir du nuage primordial en même temps que la Terre ? Ou bien s'est-elle formée séparément avant d'être capturée ? D'anciens volcans ont-ils dressé ces cratères, ou bien s'agit-il de marques laissées par des rocs s'écrasant à sa surface ? Nous connaissons mieux la Lune que les autres corps du système solaire, parce que nous y sommes allés. En juillet 1969, Neil Armstrong mettait le pied sur la Lune, annonnait sa phrase célèbre et écrivait l'histoire. De 1968 à 1972, les États-Unis envoyèrent 10 missions Apollo sur la Lune aller-retour. De celles-ci, Apollo 8, 9 et 10 n'étaient pas censés se poser. Apollo 11 effectua ce premier alunissage historique, et Apollo 13 n'atteignit jamais la surface à cause d'une explosion désastreuse au début du vol, qui en fit toutefois un excellent film. Apollo 11 à 17, les autres, se posèrent et rapportèrent à elles seules 400 kg de roches. La plupart se trouvent encore entreposées au Lunar Curatorial Facility du Johnson Space Center, NASA, dans la région de Clear Lake, près de Houston. Une grande partie d'entre elles n'a jamais été sérieusement examinée, mais celles qui l'ont été nous apprirent beaucoup sur l'origine et la nature de la Lune. Celle-ci se trouve à 400 000 km de la Terre. En moyenne, sa densité est inférieure à celle de notre planète. Mais elle était très proche de celle du manteau terrestre. Une curiosité qui n'est peut-être pas une coïncidence. Elle nous présente toujours la même face, bien qu'elle oscille un peu. Les marques sombres qu'on aperçoit sont appelées des mers, mais elles n'en sont pas. Ce sont des étendues rocheuses plus ou moins planes, jadis en fusion. Elles s'écoulent à la surface comme la lave d'un volcan. Presque tous les cratères résultent de collisions avec des météorites. Ils sont très nombreux, car beaucoup de roches flottent en liberté dans l'espace, et la Lune n'a pas d'atmosphère pour la protéger. Les forces de friction les brûleraient aussitôt. Ni de climat qui les érode jusqu'à disparition. L'atmosphère terrestre fait un bouclier plutôt convenable, mais quand les géologues entreprirent des recherches, ils découvrirent ici-bas les vestiges d'environ 160 cratères d'impact, ce qui est intéressant quand on sait que le vent et la pluie en nivelèrent un grand nombre. Mais nous y reviendrons quand nous parlerons des dinosaures. Donc, aujourd'hui, la Lune nous présente toujours la même face, ce qui signifie qu'elle tourne sur elle-même une fois par mois, le même temps qu'elle met pour accomplir une révolution complète autour de la Terre. Si elle ne tournait pas sur son axe, elle resterait braquée dans la même direction. Pas la même par rapport à la Terre, la même dans l'absolu. Imaginez quelqu'un qui vous tourne autour mais reste face au nord. Il ne vous regarde pas toujours. En fait, vous le voyez sous tous les angles. Cela n'a pas toujours été le cas. Durant des centaines de millions d'années, les marées entraînèrent un ralentissement des vitesses de rotation terrestre et lunaire. Une fois les révolutions de la Lune synchronisées avec notre planète, le système s'est stabilisé. De plus, jadis, elle était bien plus proche de notre monde, mais elle s'en écarta pendant très longtemps, peu à peu. Du XVIIe siècle au début du XXe siècle, 3 théories sur la genèse de la Lune devinrent populaires avant d'être écartées. L'une de ces propositions avançait qu'elle s'était formée en même temps que la Terre durant la condensation du nuage primordial à l'origine du système solaire. Soleil, planète, satellite, tout le bal. Les boules plutôt. Comme les premières hypothèses sur l'apparition de l'ensemble, la théorie se heurte au moment angulaire. La Terre tourne trop vite sur elle-même et les révolutions lunaires sont trop courtes pour qu'elles puissent provenir du nuage primordial. Nous vous avons induit en erreur en affirmant plutôt que le nuage expliquait aussi la formation des satellites. C'est vrai dans l'ensemble, mais pas pour notre énigmatique Lune. Encore un mensonge pour enfants, voyez-vous, mais maintenant vous êtes prêts pour la strate de complications suivante. La deuxième théorie suggérait que la Lune était un fragment de notre planète qui se serait détaché, probablement quand elle était encore en fusion, et qu'elle tournait assez vite. On jeta l'idée au panier parce que nul ne voyait de façon plausible comment une Terre fluide,
tournoyante aurait pu éjecter un morceau entretenant une ressemblance même vague avec la Lune, et même en attendant que tout cela refroidisse un peu. Selon l'hypothèse numéro 3, elle s'est formée ailleurs, dans le système solaire, et errait de ci de là, quand elle passa à portée des griffes gravitationnelles de notre monde et ne put en réchapper. C'était une théorie très populaire, bien qu'arranger une capture gravitationnelle soit franchement délicat. Cela ressemble un peu à jeter une balle de golf vers le trou, de manière à ce qu'elle roule indéfiniment sur le bord. En général, elle tombe au fond, heurte la terre, ou bien accomplit ce que tous les golfeurs ont constaté à leur plus grande horreur, elle entre une fraction de seconde et ressort, s'échappe sans être capturée. Les échantillons rapportés par les missions Apollo ajoutent au mystère des origines de notre satellite. Par certains aspects, les roches lunaires sont extrêmement semblables à celles de la Terre. Une analogie majeure tendrait à indiquer une origine commune, et il faudrait réexaminer d'un œil neuf l'hypothèse de la formation commune à partir du nuage originel. Les roches lunaires ne ressemblent pas à toutes les roches terrestres, seulement à celles du manteau. La théorie actuelle, qui date du début des années 80, suggère que la Lune faisait autrefois partie du manteau terrestre. Ce n'est pas la rotation de notre planète qui l'a éjectée, mais un corps gigantesque, d'une taille comparable à Mars, qui asséna un coup oblique à la jeune Terre il y a 4 milliards d'années. Des simulations informatiques montrent que, si les conditions sont favorables, un tel impact peut arracher une large portion de manteau et l'étaler grossièrement dans l'espace. Ce qui prend environ 13 minutes. C'est pas génial l'informatique. Ensuite, ce morceau de manteau fondu commence à se solidifier en un anneau de roche de dimensions variées. Une partie constitue un énorme bloc, la protolune, qui absorbe rapidement tout le reste. Ces vestiges ne disparaissent pas si facilement, cela dit. Mais pendant plus de 100 millions d'années, tout ou presque s'écrase sur la Lune et la Terre à cause de la pesanteur. Les premières simulations visant à défendre cette théorie souffraient de quelques problèmes. En particulier pour obtenir le monde angulaire adéquat de la Lune, elles plaçaient l'impact presque au début de la formation terrestre. Mais si la collision s'était produite si tôt, le satellite aurait accumulé beaucoup de fer, apporté par des impacts ultérieurs, à l'instar de notre planète, alors qu'on en trouve peu, sur ou dans la Lune. Des travaux plus récents montrent qu'un coup oblique, un peu plus tardif, pourrait lui donner le bon moment angulaire, résolvant cette difficulté. En revanche, ils prédisent qu'environ 80% du corps frappant la Terre se retrouverait au sein de la Lune. Pour que celle-ci ressemble tant au manteau terrestre, le corps étranger devait lui aussi lui ressembler. Cependant, ce train de théorie perd peut-être le fil initial, car c'est justement cette ressemblance qu'on cherche à expliquer, et qui donna naissance à la théorie de l'impact formidable responsable de la formation lunaire. Si l'on explique que le corps qui heurta notre planète ressemble au manteau, parce qu'il s'est formé à la même distance du Soleil que la Terre, alors cela explique aussi pourquoi notre satellite y ressemble, et nous n'avons plus besoin de corps étrangers. Peut-être la Lune et la Terre furent-elles toutes deux éjectées d'un troisième corps à la suite d'un impact. Puisque notre monde possède un climat, surtout au début de son histoire, oh là, quel temps de chien, les cratères résultants s'érodent d'air tous. La Lune, n'ayant pas d'atmosphère, il en reste encore beaucoup aujourd'hui. Tout le charme de cette théorie réside dans le fait qu'elle explique d'un coup un grand nombre de caractéristiques lunaires. Sa similarité avec le manteau terrestre, le réchauffement brusque et extrême que sa surface semble avoir subi voilà 4 milliards d'années, ses cratères, sa taille, sa rotation, même ses mers, libérées lors du lent refroidissement du planétoïde. Dans ses débuts, le système solaire était plein de violence. En fait, le soleil raté du doyen nous a peut-être rendu service, après tout. À notre connaissance,
la Lune influence la vie terrestre d'au moins 2 ou 3 façons différentes. Il en existe probablement une douzaine d'autres dont nous n'avons pas conscience. Son effet le plus évident sur la Terre est les marées, une conclusion vers laquelle les mages progressent laborieusement. Comme souvent en science, ce récit n'est pas totalement intuitif et ne se relie que vaguement à ce que le bon sens livré à lui-même nous amène à croire. L'explication sensée est la suivante. La Lune exerce une attraction sur la Terre, et cette attraction est plus prononcée sur la face la plus proche du satellite. Quand un continent s'y trouve, il se passe pas grand-chose, mais quand il y trouve de l'eau, et plus de la moitié de notre planète est recouverte d'océans, celle-ci s'amoncelle. Tout cela est un mensonge pour enfants et ne correspond pas à la réalité. Nous en conclurions qu'en un point donné de la Terre, la marée est haute quand la Lune est au-dessus, à son zénith du moins, ce qui entraînerait une marée haute par jour. Enfin, une marée haute toutes les 24 heures et 50 minutes, si l'on prend en compte les petites complexités du système Terre-Lune. Or, la marée est haute 2 fois par jour, toutes les 12 heures et 25 minutes, exactement la moitié. Ce n'est pas tout. L'attraction lunaire sur notre planète ne vaut qu'un demi-millionième de la pesanteur terrestre. L'attraction solaire est encore 2 fois inférieure à peu près, même en les combinant. Ces 2 forces sont trop faibles pour soulever des masses d'eau jusqu'à 21 mètres de hauteur. La plus grande amplitude de marée du monde, rencontrée en baie de Fundy, entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. L'explication convenable du phénomène échappa à l'humanité jusqu'à ce que Isaac Newton rédige la loi de la gravitation et les calculs correspondants. Depuis, ses idées ont été affinées et améliorées, mais il avait cerné les principes de base. Pour des questions de simplicité, considérer seulement la Terre et la Lune, ignorer tout le reste, et supposer notre monde entièrement recouvert d'eau. Il tourne sur son axe et se trouve donc soumis à la force centrifuge qui entraîne un léger renflement à l'équateur. 2 autres forces agissent alors, les attractions terrestres et lunaires. La forme que l'océan adoptera en conséquence lui sera dictée par sa nature de fluide. Dans des circonstances habituelles, la surface d'une masse d'eau au repos est horizontale. Quand ce n'est pas le cas, le liquide en altitude se déverse sur les côtés en direction des zones basses. Le même phénomène se produit sous l'action de forces additionnelles. La surface se stabilise perpendiculairement à la résultante de celle-ci. Quand vous calculez dans le détail la somme des 3 forces mentionnées précédemment, vous découvrez que la mer forme un ellipsoïde, une figure proche de la sphère quoique très légèrement allongée. Cette élongation pointe vers la Lune. Toutefois, le centre de l'ellipsoïde coïncide avec le centre de la Terre. Donc, l'eau s'amoncelle à la verticale de la Lune comme à l'opposé. La gravitation de notre satellite, qui soulève l'eau proche de lui, n'est que partiellement responsable de ce changement de forme. En fait, la majeure partie du mouvement s'effectue sur les côtés plutôt que vers le haut. Ces forces latérales poussent l'eau de région en la retirant ailleurs. Leur effet d'ensemble est absolument infime. La surface s'élève et redescend d'un demi-mètre. Ce sont les côtes, où les continents rencontrent l'eau, qui sont responsables des grandes amplitudes des marées. L'eau se déplace surtout latéralement, et non verticalement. La forme des terres agit sur son mouvement. Par endroits, la mer s'introduit dans un entonnoir et s'amoncelle alors bien plus qu'ailleurs. C'est ce qui se produit en baie de Fundy. L'effet s'y renforce encore car les eaux côtières sont moins profondes. L'énergie du liquide se concentre sur une couche plus mince, accélérant et amplifiant le déplacement. Pour finir, remettons le Soleil à sa place. Il doit exercer une influence similaire à celle de la Lune, quoique moins prononcée. Quand les deux sont alignés, du même côté de la Terre, auquel cas nous assistons à la nouvelle Lune, ou alors de part et d'autre, pleine Lune, leur attraction se renforce, engendrant les marées dites vivo, où la mer haute monte plus haut et la mer basse descend plus bas que la normale. Mais ça n'a rien à voir avec la vie. Quand le Soleil et la Lune sont perpendiculaires par rapport à la Terre, lors de la demi-lune, l'attraction solaire,
atténue celle de notre satellite, conduisant aux marées de morte eau, aux amplitudes plus faibles. Mais ça n'a rien à voir avec la saucisse. En additionnant tous ces effets, et en conservant des enregistrements soignés des marées passées, il est possible de prévoir les heures de hautes et basses eaux, ainsi que l'ampleur du mouvement vertical, et ce partout sur Terre. Des phénomènes de marée comparables se produisent dans l'atmosphère terrestre. Ils sont prononcés. Et sur les continents, ils sont faibles. D'autres corps du système solaire, ainsi qu'au-delà, en subissent aussi. On pense que Jupiter soumet Io, un de ses satellites, à la surface surtout couverte de soufre et qui possède de nombreux volcans en activité, a de tels effets en lui faisant subir des compressions répétées, ce qui le réchauffe. Au milieu des années 90, Jacques Lascar découvrit une autre action de la Terre sur notre planète. Elle en stabilise l'axe. La Terre tourne comme une toupie. À chaque instant, on peut tracer une ligne passant par le centre du monde, autour de laquelle la rotation s'effectue. C'est l'axe. Dans le cas de la Terre, cet axe est incliné par rapport au plan de son orbite autour du Soleil. Cela produit les saisons. Parfois, le pôle Nord est plus proche de l'étoile que le pôle Sud. La situation s'inverse 6 mois plus tard. Quand l'extrémité nord de l'axe se rapproche du Soleil, l'hémisphère nord reçoit davantage de lumière que l'hémisphère sud. L'été règne au nord, l'hiver au sud. 6 mois plus tard, quand l'orientation s'inverse, les saisons aussi. Sur des périodes plus longues, la direction de l'axe évolue. Tout comme une toupie, la Terre connaît des oscillations à mesure qu'elle tournoie. Et en un peu plus de 26 000 ans, l'axe accomplit une rotation complète. Cependant, à chaque instant, il conserve le même angle, 23 degrés, avec la perpendiculaire au plan orbital. Ce mouvement, appelé précession, influe légèrement sur le rythme des saisons. Elle se décale lentement d'1 an tous les 26 000 ans. Inoffensif à vrai dire. En revanche, les axes de la majorité des autres planètes se comportent de façon plus drastique. Leur angle par rapport au plan orbital change. Celui de Mars, par exemple, varie probablement de 90 degrés en 10 à 20 millions d'années, ce qui produit un effet radical sur le climat. Imaginez que l'axe d'une planète soit perpendiculaire au plan de son orbite. On n'observe alors aucune variation saisonnière, mais partout, sauf au pôle, règne une alternance entre un jour et une nuit de durées égales. À présent, inclinez légèrement l'axe. Des saisons apparaissent, et les jours sont plus longs en été et plus courts en hiver. Supposez que l'axe se couche à 90 degrés de sorte que, disons, le pôle Nord se tourne vers le Soleil. La moitié d'une année locale plus tard, c'est le pôle Sud qui se tourne face à lui. À chaque pôle, le jour dure une demi-année, suivi d'une nuit de la même longueur. Les saisons coïncident avec ce cycle jour-nuit. Des régions de la planète cuisent à feu vif la moitié de l'année, puis gèlent le reste du temps. Bien que la vie puisse quand même se maintenir dans de telles conditions, il serait plus difficile de la voir apparaître et peut-être serait-elle plus vulnérable à un climat ou à un volcanisme extrême ainsi qu'aux impacts de météorites. L'inclinaison de l'axe terrestre peut évoluer sur de longues périodes, bien plus que 26 000 ans de la précession. Néanmoins, même sur des centaines de millions d'années, elle n'évolue pas vraiment beaucoup. Pourquoi ? Parce que, comme les calculs de Lascar le révèlent, la Lune aide à la stabiliser. Ainsi, il est moins concevable que la vie sur notre monde doive beaucoup à l'influence apaisante de notre satellite, quand bien même il nous rendrait individuellement zinzin. On découvrit une troisième influence en 1998, un lien manifeste entre les marées et la vitesse de croissance des arbres. Ernest Zürcher et Maria Giulia Cantiani mesurèrent le diamètre de jeunes épicéas cultivés dans des containers maintenus à des niveaux d'éclairage constants. Sur plusieurs jours, le diamètre des troncs changeait au rythme des marées. Les scientifiques l'interprétèrent comme l'influence de l'attraction lunaire sur le flux d'eau au sein de l'arbre. Il ne s'agissait pas de variations de lumière lunaire, ce qui aurait pu influer sur la photosynthèse, puisque les arbres poussaient dans l'obscurité.
Mais cet effet se rapproche peut-être d'une caractéristique remarquée chez les animaux vivant en bord de mer. Puisque l'évolution les conduisit à vivre dans ce milieu, ils doivent réagir aux marées, ce qu'autorise parfois une dynamique interne calquée sur leur rythme. Si vous emmenez les animaux au laboratoire à cause de ce mécanisme, ils continuent néanmoins à suivre le même rythme. L'importance de la Lune se révèle encore d'une autre manière. Les Babyloniens et les Grecs savaient que c'était une sphère. Les phases sont évidentes, et elles oscillent légèrement, ce qui permettait aux humains d'en voir plus que la moitié. Elle était là, accrochée dans le ciel, cette grosse boule, très différente du disque solaire. L'indice qui valait peut-être mieux imaginer la Terre et ses voisins comme des boules célestes, plutôt que des lumières célestes. Voilà qui nous conduit très loin de l'agent Anga et du cycle menstruel féminin. Mais cela nous montre combien nous, êtres vivants, appartenons à l'univers. Ce qui se passe là-haut nous affecte réellement ici-bas, chaque jour de notre vie. Voici pour un extrait de La science du disque monde, un ouvrage qui a été écrit en collaboration par Terry Pratchett, Ian Stewart et Jack Cohen, traduit de l'anglais par Patrick Couton et Lionel Davoust, et édité aux éditions de La Talente, comme la quasi-totalité des œuvres de Terry Pratchett. Je vous invite à retrouver toutes les aventures des Annales du Disque Monde chez La Talente, bien sûr. C'est un univers vraiment pétillant et réjouissant. On a fait une vidéo critique et chronique sur notre chaîne, vous pouvez la retrouver. N'hésitez pas, bien sûr, à nous liker, à partager, à commenter nos vidéos. On en sera très content, on vous répondra évidemment. On vous dit à bientôt, portez-vous bien. Il y a toujours un drive lecture à la bibliothèque, au plaisir de vous y voir. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.